Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur les chroniques d'Amalron. C'est le tome 2 de Rémi Déconique et Monsieur Reynaud au dessin. Donc c'est la deuxième vidéo sur ce livre. Si vous voulez un rappel du premier volume, je vous invite plutôt à consulter la première vidéo. Je vous rappelle que nous sommes à Kronostat, donc la cité des proscrits. On est enfin arrivé jusqu'ici. On va devoir convaincre un certain nombre de personnes de se joindre à notre cause. Je ne ferai pas de rappel des règles du jeu. Voici le glossaire, si vous voulez faire un petit gros plan et peut-être revoir un certain nombre de termes en faisant arrêt sur image. L'ordre de la grosse grise. Il y a des personnages qu'on n'a pas encore rencontrés, par exemple Crusac, Ridmal, j'ai pas vu encore Moïden le sage, ce sont des personnes, je ne suis pas certain de les avoir vues. Vous avez ici un résumé de l'épisode précédent, vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez le relire ici, sinon vous pouvez consulter la première vidéo. Je vais par contre relire les premiers paragraphes du livre. Vous avez le droit de faire donc avance rapide, c'est toléré sur la chaîne si vous avez déjà lu le paragraphe et si vous ne souhaitez pas le réentendre. Kronostat a été bâti à l'époque où les infratarnes vivaient encore à la surface de la Terre. Pour y accéder, une muraille de pierre haute de 30 mètres serpente à travers la fosse sur près de 2 km jusqu'à l'imposante arche qui marque l'entrée de la cité. Vous comprenez rapidement la raison d'une telle fortification. En contrebas, vous distinguez des milliers de grottes entre lesquelles des draliantes déambulent, l'air halluciné. La fosse offre ainsi à la ville la meilleure protection possible. Vous vous engagez avec vos compagnons sur l'immense muraille en contemplant au loin les hautes tours qui parsèment la cité. À part l'écho de vos pas, aucun son ne vient troubler la quiétude des lieux. C'est comme si la cité ne s'était pas encore réveillée. Le chemin est flanqué de 2 tourelles en bois reliées par une passerelle. Alors que vous êtes à moins d'une dizaine de mètres des tours, des hommes en armes, le visage masqué par des aumes de métal, surgissent derrière le rempart. Vous faites signe à votre troupe de s'arrêter. Sans dire un mot, un guerrier arborant une cape rouge lève la main et vous toise des pieds à la tête. Abaissant la main, il s'exclame aussitôt. Bienvenue à Kronostat, habitant de Shannara. Nous vous attendions plus tôt dans notre cité, mais il est vrai que le bourbier en a égaré plus d'un. Cet accueil vous surprend. Comment peut-il être au courant de votre venue? Après avoir rejoint la muraille, l'homme retire son aume pour vous saluer. Je suis Stadikar, chef des sentinelles. Laissez-moi vous conduire au conseil des guildes. On vous attend. Rendez-vous au 185. Vous échangez un regard avec Cagliostol, puis consentez à suivre le guerrier. Il vous conduit au bout de la muraille, à l'endroit où s'élève l'immense arche, marquant l'entrée de la cité. L'ombre des bâtiments obscurcit le chemin que vous empruntez. Kronostat porte bien son nom de cité des remparts, avec ses multiples murs érigés pour la défense de la ville. À leur sommet, des hommes en armes patrouillent sans relâche. En dessous, les rues sont désertes. Stadikar vous explique que lors de la tenue du conseil des guildes, la circulation autour de l'hôtel de ville est interdite. Quelques instants plus tard, vous atteignez une petite place circulaire faisant face à un énorme bâtiment de pierre taillée. Le parlementarium de Kronostat. Stadikar fait signe à ses sentinelles de s'arrêter. Il vous déclare que seuls Cagliostol et Zilla pourront vous suivre à l'intérieur. Si vous acceptez, rendez-vous au 152. Si vous exigez qu'au une escorte de 4 hommes vous accompagne, rendez-vous au 208. Donc là, je ne vais pas changer mon choix parce qu'on va essayer de mettre tout de suite Stadikar de mon côté. Alors, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans la partie précédente. Stadikar, il est de mon côté, donc c'est pas la peine de retourner le voir, en fait. Et dans la partie précédente, je voulais peut-être le revoir pour qu'il soit encore plus favorable à ma cause, mais en fin de compte, c'est pas utile. Du moment qu'il est favorable, je pense que c'est pas la peine de le revoir. Mais on verra ça.
Donc 152. Alors je vais me mettre plus à l'aise avec ma caméra parce que là c'est pas super. Voilà, comme ceci, et je vais baisser un peu la caméra, comme ceci, 152. En acceptant de rentrer sans escorte, vous avez gagné la confiance du chef des sentinelles. Stadicar vous est désormais favorable, notez-le sur votre carnet d'aventure. Vos hommes, quant à eux, sont conduits dans une maisonnette jouxtant la place. Vous vous apprêtez à entrer dans la bâtisse majestueuse lorsque son immense porte s'ouvre. Sur le seuil se tient une femme dont la beauté vous coupe le souffle. Elle est vêtue de la toge noire des sœurs zélotes et porte au cou le médaillon rouge représentatif de son ordre. Ses cheveux sont gris et sa peau est hâlée comme celle des habitants du désert de Sadé. Elle vous salue dignement en s'inclinant et vous invite à la suivre à l'intérieur. Rendez-vous au 261. 261. Cagliostro et Zilla vous suivent sans un mot lorsque vous pénétrez dans le Parlamentarium. Après maintes détours par des couloirs de pierre, votre hôtesse vous introduit dans une antichambre ornée de bas-reliefs très anciens. Elle s'assied dans un confortable fauteuil de branches tissées et vous regarde en esquissant un demi-sourire. Ainsi donc, voilà Zilla, celle qui nous permettra d'entrer en contact avec la matriarche suprême. C'est pour notre cause la source d'un immense espoir. Sans notre maîtresse, notre pouvoir sur les arcanes s'estompe chaque jour un peu plus. Or, sans magie, il ne peut y avoir de victoire pour les peuples libres. En tant que diplomate aguerri, vous savez bien que si l'ordre des sœurs zélotes use de sa puissance pour sauver l'équilibre des 5 contrées, il ne manquera pas de réclamer son dû une fois la victoire acquise. Il est cependant trop tôt pour penser à cela. Les menaces conjointes des princes Félon et des crinales de Zegen sont pour l'heure bien plus urgentes à traiter. Sinistrose a une excellente idée en envoyant la petite à Kronosdat, accompagnée d'un diplomate comme toi, dit-elle. Zilla sera en sécurité et tu pourras trouver ici des alliés de taille. Rappelle-toi qu'il y a 30 ans, c'est la contribution de Kronosdat à la bataille du Pic Noir qui donna la victoire au monde libre. Comme tu le sais, la ville a pris son indépendance par rapport aux 5 contrées. Elle est même devenue le havre de paix où viennent se réfugier ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Les règles de guildocratie qui la régissent en ont fait une cité de tolérance. Une fois par semaine, au Parlamentarium se tient le conseil des guildes qui rassemble les notables les plus influents de la ville. C'est lors de cette réunion que les décisions importantes sont prises. En tant que représentant de l'impératrice Minarkas, tu seras invité à chacun de ses conseils. Tu devras convaincre les chefs de guilde de s'allier avec toi. Cependant, il faut que tu saches que la ville est déchirée entre plusieurs factions. Et puis, ajoute-t-elle d'une voix plus hésitante, dans une semaine, un émissaire des princes régents va arriver à Kronosdat. Il essaiera comme toi de séduire les chefs de guilde. À ces mots, vous sursautez. L'heure est grave. Si ce mystérieux émissaire parvient à rallier Kronosdat, ça serait un revers cinglant pour l'impératrice. Sikenidris reprend. Il faut convaincre les maîtres des guildes de voter contre la motion d'alliance que le négociateur leur proposera à coup sûr. Les guildes les plus influentes sont au nombre de 8. En tant que représentante à Kronosdat de la sonorité de Sinistrose, j'ai également un droit de vote et je suis acquise à ta cause. Ce qui veut dire que tu devras convaincre au moins 4 chefs de guilde. Ou bien la cité de Kronosdat risquera de basculer au service des princes. Je ne t'apprends rien en te disant qu'en politique, tes alliés d'aujourd'hui seront peut-être tes ennemis de demain. Votre regard se perd dans les bas-reliefs pendant que vous méditez les paroles de la matriarche. Enfin de la diplomatie, pensez-vous. Puis elle conclut de sa voix douce et mélodieuse. Quant à Zilla, elle restera dans mes appartements avec l'interdiction absolue d'en sortir tant que la situation politique ne sera pas plus claire. Nous avons besoin d'elle pour entrer en contact avec Sinistrose. Un valet s'avance dans la pièce et vous informe que vous êtes attendu au conseil.
À présent, rendez-vous au 240. Vous faites votre entrée avec Sikenedris dans la salle du conseil. C'est une immense pièce dépourvue de décoration où de petites fenêtres munies de vitraux dispensent une lumière diffuse. Une simple table ovale en bois massif disposée au milieu en constitue l'unique mobilier. Tout autour, 7 hommes et une femme discutent à bâton rompu. Lorsque le valet vous annonce, les voix font place au silence et tous les regards se tournent vers vous. À l'opposé, l'homme d'une 50aine d'années que l'on vous présente comme Valdifère. Il arbore fièrement une épaisse moustache qui masque à peine les multiples cicatrices constellant son visage. Alors, je vais les noter, si vous voulez bien, parce que j'ai du mal à me les mettre dans le crâne. Donc nous avons Valdifère ici. Comme ceci. Il arbore fièrement une épaisse moustache qui masque à peine les multiples cicatrices constellant son visage. Il commande la guilde des vétérans et des mercenaires. À ses côtés se tient Dame Ovlon. Donc voici Ovlon. Une femme austère, richement vêtue, dont les manières ne laissent aucun doute quant à ses origines aristocratiques. Elle dirige les guildes marchandes. À sa gauche se trouve Gigève, un homme élégamment habillé, aux traits fins et au regard malicieux. Il est le maître de la guilde des voleurs et des battleurs. Alors, Gigève. À l'une des extrémités de la table, un petit homme trapu, le crâne chauve et la barbe broussailleuse, tapote nerveusement son bracelet de métal. Ses muscles sont saillants, ses mains cailleuses et sa peau burinée par le soleil. Il s'agit de Nogirul, de la guilde des bûcherons et des charbonniers. Nogirul. De votre côté se tient Moïden le sage, de la guilde des érudits. C'est un vieillard silencieux. Alors, eh bien, ça ne peut être que lui. Il a l'air fourbe. Donc, Moïden. Il est vêtu d'une toge pourpre. À côté de votre ami Cadiostol, vous apercevez Ridmal d'œil d'ambre, le représentant de la guilde des mendiants et des chiffonniers. Il est borgne et l'iris jaunâtre de son œil unique lui donne un regard étrange. À sa simple robe de bure et au bâton posé contre sa chaise, vous en déduisez que Ridmal est un monos epaitus, un moine mendiant. Alors, il est borgne. Est-ce que ça serait pas lui? Ils ont tous l'air un peu borgnes, mais enfin bon, a priori ça serait lui. Donc on a dit que c'était Ridmal. Ridmal. Et puis ici nous avons le chef des guerriers. Donc Stadikar, assis à ma droite. Alors, petite rectification, nous avons ici Ridmal et nous avons ici Nogirul. Et j'ai un tout petit doute pour Stadikar. Donc après Stadikar, c'est lui. Et nous aurions le dernier, Nekeldir, qui incarne l'ecclésiarchie. Ce serait lui. Voilà, mais j'ai un petit doute parce qu'il n'est pas tellement habillé en ecclésiarque, mais bon, à quoi ressemble un ecclésiarque, je ne sais pas. Alors, le temps de noter tout ça, et je vous reprends. Alors, nous avons donc Moïden le Sage, la guilde des érudits, Stadikan, la guilde des sentinelles, Nekedir, l'ecclésiarque, Ovlon, la guilde des marchands, Secundris, Valdifère, la guilde des guerriers, Giguer, la guilde des voleurs, Nogirul, les bûcherons et charbonniers, et enfin Ridmal, les mendiants
et chiffonnier. Rendez-vous au 158. On y voit plus clair. Durant toute la matinée, vous exposez la situation politique de Shannara, le voyage qui vous a conduit de Gizorn à Tantarel, puis à Roklogis, ainsi que la bataille de la passe du Bourbier, la mort de Rune et l'apparition du spectre de Sinistrose. À l'évocation de la demi-déesse, vous devinez une moue de dégoût presque imperceptible sur le visage d'Ovlon et de Nekeldir. Cagliostro, quant à lui, relate sa longue quête pour trouver les fidèles de la Rose Grise éparpillés dans le royaume et réduits à l'état de chevaliers errants. Valdifer est plein d'admiration à votre égard lorsque vous racontez vos faits d'armes contre les infratarnes. Il est visiblement impressionné par vos prouesses guerrières. Quand vous avez terminé votre récit, Moïden le Sage prend la parole. La tradition d'accueil des exilés, des réfugiés et de tous ceux qui fuient les persécutions est la pierre angulaire de la ville. C'est pourquoi je peux t'assurer que la jeune sœur zélote que tu as escortée jusqu'ici est à présent en sécurité. En ce qui concerne les tristes événements qui secouent le royaume de Shannara, qu'attends-tu de nous ? Si vous leur demandez de lever une armée pour reprendre le contrôle de Shannara, rendez-vous au 54. Si vous leur demandez de fournir toutes les informations en leur possession concernant la menace des Crinales du Nord, rendez-vous au 225. Si vous leur demandez s'ils comptent recevoir l'émissaire envoyé par les princes Félons 321, si vous leur demandez de vous aider à libérer Sinistrose de sa prison en pic noir, rendez-vous au 19. Enfin, si vous décrétez l'état d'urgence et exigez que le contrôle de la cité soit remis entre vos mains, en vertu du fait que vous représentez l'impératrice, rendez-vous au 233. Je ne sais pas. Si ça se trouve, il y a une bonne solution là-dedans et qui va me faire peur. Mais exiger des choses en tant que diplomate me fait un peu peur. Je vais plutôt leur demander de me fournir des informations sur la menace des Crinales au nord. Rendez-vous au 225. La paix, déclarez-vous, est le meilleur garant de la prospérité. Stadikar vous regarde en esquissant un sourire et hoche la tête en signe d'approbation. Votre discours flamboyant n'a pas du tout convaincu Dame Ovlon. La guerre rend également prospère, susurre l'austère aristocrate. Il suffit de se trouver dans le bon camp. Les discussions reprennent de plus belle. Stadikar, de sa voix posée, rappelle à l'ordre l'assemblée. Assez de polémiques sur le bien fondé ou non de la guerre. Laissez-moi répondre à la question de notre invité. Oui, il y a des mouvements de troupes de Crinals du côté de Dragna, le château frontalier. Des chasseurs vivant à la lisière du bois, bordant le fleuve Parsion, m'ont raconté avoir vu des rassemblements de guerriers sur la rive nord. Les événements qui secouent Shannara auront immanquablement des répercussions sur notre cité. Nous ne pourrons pas éternellement faire prévaloir notre neutralité. Alors, rendez-vous au 64. Mais voyons un petit peu la carte. Voici le château de Dragna dont on parle. Voici le fleuve dont on parle. 64. Le soleil touche à sa fin, mais vous avez l'impression de n'avoir rien résolu. Le soleil décline et l'ombre du parlementarium s'allonge sur les rues en contrebas. Une escorte de sentinelles vous conduit à vos appartements. C'est une chambre simple mais confortable dont la fenêtre donne sur la place du Conseil. Vous vous asseyez sur votre lit et ruminez durant de longues minutes en songeant à Zilla. Vous savez que grâce au corps de la jeune fille, Sinistrose va pouvoir retrouver sa puissance. Mais ensuite, que deviendra-t-elle ? Pour écarter ces sombres pensées, vous décidez d'écrire à Minarkas afin de lui expliquer la situation. Depuis votre départ d'Oxidion, il y a 2 mois, vous n'avez pas encore eu le temps de lui rendre compte de votre mission. Vous passez donc le reste de la soirée à écrire une longue missive à l'intention de Géniamis, son plus proche conseiller. Un garde des sentinelles vous conduit ensuite aux cages des corneilles messagères. Vous choisissez un oiseau vigoureux auquel confier votre message. Vous aurez sans doute une réponse dans 1 semaine. Rendez-vous au 157. Alors voilà le 157.
Donc déjà, ne pas oublier, vous avez dormi merveilleusement, vous gagnez 2 dés d'action de réserve, ce qui porte ma réserve de dés à 9. À 11, pardon. Je rappelle que j'ai terminé le dernier livre à 9. Le prochain conseil aura lieu dans une semaine. Vous avez tout le temps nécessaire pour explorer Konanjdat et utiliser vos talents de diplomate en rendant visite aux notables de la ville. Organisez votre emploi du temps à votre guise en vous référant à la liste ci-dessous et à la carte à la page suivante. Vous pouvez effectuer au maximum une visite par jour, ce qui veut dire que lorsque vous aurez visité 7 lieux, une semaine sera passée et vous devrez vous rendre au second conseil des guildes. Une fois que vous aurez visité un lieu, vous ne pourrez plus y retourner. Alors, je me souviens à peine de ce que j'avais fait. Je sais que j'avais fait l'auberge, j'avais fait la tour des sentinelles, donc ça ne sera pas utile, on a dit. Ou alors, il faut peut-être faire un autre... il faut peut-être faire en premier Val d'Ifer, et on va se mettre à dos Stan Dickel, mais en allant le voir après par la suite, on pourra le mettre de notre côté. Il y a peut-être des choses comme ça. Je crois que je n'avais pas été chez Ridmal. Je vais aller au pont des Murmures chez Ridmal et je vais aller au 346. Vous êtes surpris lorsque Sikenedris vous apprend que Ridmal vit dans une petite maison sous le pont des Murmures, au centre de la cité. Quel étrange endroit pour un chef de guilde. Alors, je rappelle qu'il est le chef de la guilde des mendiants et chiffonniers. Vous prenez congé de la matriarche et marchez longuement dans la cité avant de trouver le quartier du pont. C'est un des lieux les plus animés de la ville. Des forains, des battleurs, des vendeurs à la sauvette, des mendiants occupent les rues sous le regard de gardes tentant vainement de préserver un peu d'ordre. Après quelques minutes à jouer des coudes au milieu de cette foule bigarrée, vous parvenez au pont des Murmures. C'est une construction grossière en pierre massive aux dimensions monumentales. En dessous, des dizaines et des dizaines de masures improvisées constituent le quartier le plus pauvre de la ville. Des enfants en haillons jouent dans le lit desséché de la rivière Somaril, tandis que des hommes recroquevillés collectent les objets que les passants plus fortunés jettent du haut du pont. Comme vous recherchez la maison jaune selon les recommandations de la matriarche, vous apercevez un groupe de badauds dissimulés derrière une palissade en bois. Ils sont en train d'invectiver un homme à genoux. Celui-ci se tient la tête comme s'il était blessé. Soudain, vous reconnaissez Ridmal, œil d'ambre, la figure en sang. La foule en colère se rapproche de lui. Les badauds ramassent des pierres, un rictus de satisfaction sur les visages. Que faites-vous ? Vous vous élancez pour vous interposer entre Ridmal et la foule. Rendez-vous au 189. Vous attendez de voir ce qu'il va se passer en vous disant que si Ridmal succombe à ses blessures, celui fera un maître de guilde de moins à convaincre. Rendez-vous au 328. Ou alors vous décidez de lancer un sortilège pour le tirer de ce mauvais pas. Rendez-vous au 249. Vous demandez au chiffonnier de vous aider à le sauver. Rendez-vous au 9. Eh bien, je vais plutôt demander au chiffonnier de m'aider à le sauver. Rendez-vous au 9. Haletant, vous décrivez au chiffonnier le drame qui est en train de se jouer. Il laisse choir leur sac rempli de bibelots pour se précipiter au secours de Ridmal. Vous prenez part en serrant les poings à la mêlée qui s'engage dans un désordre total. Foule en colère, difficulté 3D. Si vous réussissez, la populace se disperse. Vous passez un bras autour des épaules de Ridmal et l'accompagnez jusqu'à une maison qu'il vous indique. Rendez-vous 81. Sinon, vous mourrez lynché par les citadins. Donc, rappel, sur ce jeu-là, ce qu'il faut, c'est obtenir des chiffres impairs avec des D6. C'est aussi simple que ça. Donc, on a 4 dés d'action. J'en ai 4 de base. Et j'ai une armure de cuir qui me donne 1 dé de plus en combat. Nous sommes évidemment en combat. J'ai donc 5 dés. Et pour être sûr, je vais lancer 6 dés. Donc 4, 6. Et pour les adversaires, je vais lancer 3 dés. Donc j'ai dit que je enlevais... Oh non, j'ai pas... Ça fait beaucoup quand même.
4, 4 plus 1, 5. 5 contre 3, ça me paraît très raisonnable. Allez. Je vais faire ça et donc il va me rester 10 dés de réserve. Alors, 5, j'en ai 3, et lui, il en a 3 aussi. Aïe, 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 aïe. Donc ça fait égalité malheureusement. Donc je vais redépenser un dé de réserve. J'arrive à 9 et je relance la même chose. Alors 5, 1, là c'est un 5 et lui il en a qu'un, c'est bon, c'est réussi. Donc je vais me rendre au 81. Et je ne meurs pas lynché sur ce deuxième essai. La maison est vraiment minuscule, en tout et pour tout une unique pièce encombrée sous un fatras d'objets. Un âtre encore fumant occupe le mur en face de la porte. « Merci », vous dit Ridmal, le visage empreint de reconnaissance. « Il n'aurait pas hésité à me tuer. » Vous l'interrogez sur les raisons de cette agression. Il garde le silence tout en disposant des bûches dans la cheminée. Lorsqu'un feu généreux illumine la pièce, le vieil homme vous regarde de son œil unique et vous répond. Le pouvoir, bien entendu, le pouvoir en aveugle plus d'un. Ta venue et celle prochaine de l'émissaire des princes ont ravivé des tensions entre les guildes. La partie qui va se jouer bientôt aura d'importantes conséquences sur l'avenir de la cité. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui n'est que le premier coup de mes adversaires. Je soupçonne Norigul d'être à l'origine de mon agression. C'est sa manière de traiter les affaires. La guilde des bûcherons et des charbonniers qu'il contrôle du main de fer est très importante dans la ville. C'est grâce à elle que le bois est acheminé jusqu'ici. Norigul est issu d'une famille pauvre qu'il a quittée très jeune. Il a renié ses origines et tout fait pour se couvrir de prestige et s'attirer les faveurs des puissants. Il y a quelques jours, il a tenté de me convaincre de rallier une coalition qu'il essaie de mettre en place avec Dame Ovlon. À ses côtés, je serai un allié précieux, car les mendiants et les chiffonniers qui m'ont élu comme représentant ont des yeux partout. J'ai évidemment refusé. Si Kronenstadt devait pactiser avec les princes, ce sera la fin du monde libre. Je t'assure que tu as tout mon soutien dans ton entreprise. Je voterai contre la motion d'alliance avec les princes, si je vis assez longtemps pour le faire. Après l'avoir aidé à se bander le visage, vous risquez un regard à l'extérieur. Tout est calme. Avant de vous laisser partir, Ridmal vous tend une petite flûte en plomb. C'est une flûte à infrason. Seuls les aveugles peuvent l'entendre. J'ai de nombreux fidèles dans la ville. Si tu es en danger, joue de cette flûte et mes vaillants partisans viendront t'aider. Vous le saluez et prenez le chemin du retour. Notez que vous possédez la flûte silencieuse et que Ridmal vous est favorable. Alors, la flûte silencieuse. Flûte silencieuse. Ridmal. Donc lui, ça vaut le coup. Donc il m'est favorable. Donc Ridmal, il est où? Il est là. Et enfin, nous avons... Voilà. Donc je vous rappelle que nous avons 3 favorables pour l'instant. Staldikal, Sikendris et Ridmal. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, de toute évidence, Ovlon et Nekeldir nous sont extrêmement défavorables. Ça, c'est embêtant. Donc là, ne pas oublier. Alors là, on a un petit plan. Bon, je ne sais pas s'il y a des indices qui sont disséminés dans cette carte. En tout cas, c'est bien dessiné. Le dessinateur a été bon. C'est vraiment dans la plus pure lignée des livres dont vous êtes le héros. C'est magnifique. Et donc, voici les fameux remparts qui sont infestés de colliantes ou de... Comment ils appellent ça déjà? Ouais, des colliantes. Enfin, des espèces de serpents, de femmes serpents. J'ai à nouveau merveilleusement bien dormi. Je vais regagner mes 2 dés de réserve. Je repasse à 11. Ensuite,
Qui vais-je aller voir? Alors, Val d'Ifère, j'ai pas trop envie. L'Académie, pourquoi pas. Moïden le Sage. Je vais me rendre au 34. Alors, le 34. Alors, je crois que pour Val d'Ifère, on pouvait faire pression sur lui avec un renseignement à l'auberge du Roi qui boit. Je vais plutôt aller à l'auberge du Roi qui boit parce qu'il y a des choses à faire. 8. L'auberge du Roi qui boit se dresse en plein centre du quartier des Guildes. Ici, tout le monde est le bienvenu. On passe du bon temps en échangeant de l'or et des informations. Des maraîchers viennent se rafraîchir le gosier et raconter les dernières rumeurs de la cité, tandis que des mendiants déambulent entre les clients sans avoir l'air de les importuner. Autour d'une table aménagée dans une alcôve, 3 femmes richement vêtues gloussent en regardant du coin de l'œil les jeunes écuyers accoudés au comptoir. Près de l'âtre, un groupe d'hommes en armes discute avec une femme habillée de cuir et de fourrure. Selon le dicton, la citoyenneté de Kronstadt s'acquiert au roi qui boit. C'est dans cette salle que palpite le cœur de la ville sous le regard affable d'Argin, l'aubergiste, le propriétaire des lieux. Vous vous attablez et commandez à boire. Personne ne semble remarquer votre présence. Alors que vous sirotez votre breuvage, vous reconnaissez à l'autre bout de l'auberge l'Esakin, celui qui vous a guidé dans le labyrinthe du bourbier. Il est en grande conversation avec un homme de haute taille, aux cheveux noirs coupés courts. Comme ce dernier vous tourne le dos, vous ne parvenez pas à distinguer son visage. Après quelques instants, l'inconnu se lève puis sort de l'auberge. Vous vous apprêtez à rejoindre les Akin lorsqu'un ivrogne vous bouscule et renverse sa chope sur vos vêtements. Il se confond en excuses en épongeant sa tunique. Lancez les dés. Difficulté 3D, si vous réussissez, rendez-vous au 52. Alors, donc avec difficulté 3D, je vais pas mettre de dés de réserve, donc 4 dés verts et 3 dés rouges. Je prends un léger risque. Aïe, 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 non, j'ai fait égalité. J'ai fait égalité, tout le reste est pair. Je relance. Donc là, j'ai un pair et j'ai 3 impairs pour les verts. C'est bon, j'ai réussi. Je vais au 52. Peut-être qu'il faut échouer, cela dit. 52. Mais non, je crois qu'il veut me prendre mon portefeuille. Alors que vous intimez à l'ivrogne l'ordre de déguerpir, vous voyez sa main chercher votre bourse. Vous le saisissez au poignet et le gratifiez d'une clé de bras dont vous avez le secret. Il se tord de douleur en implorant votre pardon. L'ivresse a miraculeusement disparu de son visage. Il est à présent blanc comme un linge. Les quelques clients qui sont à proximité rient aux éclats face à ce spectacle. Un des hommes d'âme, près de l'âtre, vous fait signe, puis traîne le voleur vers la sortie en l'agrippant par les cheveux. « Grigors, je t'avais pourtant dit de ne plus importuner les clients !» l'entendez-vous dire à l'adresse du filou. Vous réajustez votre bourse en souriant aux clients. La scène semble des plus banales pour eux. Vous tournez la tête vers la table de l'Esakin, mais il a disparu. Que faites-vous ? Si vous sortez dans la rue pour essayer de le repérer, rendez-vous au 264. Si vous vous attablez avec les hommes en armes qui se trouvent près de l'âtre, rendez-vous au 97. Ou alors je peux entamer la conversation avec Argin. Alors, on peut parler à l'aubergiste au 196. Bon, mon dernier essai date d'il y a 15 jours. C'est un peu vieux. Je joue plus souvent, mais c'est dur avec l'emploi du temps actuel. Vous vous accoudez au comptoir et conversez cordialement avec le tenancier. Argin, l'aubergiste, sous son allure débonnaire, est un vétéran de nombreuses guerres. Il a participé à la bataille du Pic Noir, cela fait 30 ans, et a combattu les démons de l'inframonde. Son engagement pour la ville est légendaire. On raconte qu'à son retour du Sveagen, il y a 5 ans, il a quitté sa colonne pour aller libérer une femme captive d'une bande de crinales. La prisonnière n'était autre que Sékénédris, la matriarche zélote de Sinistrose. Seul contre les barbares du Nord, il a réussi à la sauver et à la ramener à la cité. Argin est
depuis cette prouesse, une personnalité respectée à Kronstadt. Son épée runique, suspendue sur le mur derrière lui, rappelle qu'il n'est pas un aubergiste comme les autres. Le peuple gronde, vous confie-t-il. Il a peur de la guerre qui se profile à l'horizon. Les événements survenus à Shannara ne manqueront pas de déstabiliser la région. Vous lui faites part de votre optimisme en lui racontant la victoire des chevaliers de la Rose Grise à la passe du Bourbier. Pardon. Il vous répond en grommelant. Dans cette ville, la force ne sert pas à grand-chose. Si Kronstadt m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il faut être capable de trouver les bons alliés. Les armes, on les fait parler après. Vous essayez d'amener la conversation sur les chefs de guilde et le conseil. Devant l'afflux de buveurs, Arguin doit interrompre la discussion. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rinmal Hugdambre est une personne qu'il vaut mieux avoir comme allié. Malgré son apparence, il est très influent. Ça, on le savait. Garde-toi bien éloigné de cette vipère d'Ovlon. Elle est à son affaire dans tous les coups tordus. Il vous adresse un clin d'œil, puis vous abandonne pour servir les ivrognes qui se pressent au comptoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez à présent vous attabler avec le groupe de guerriers. Je vais m'attabler avec le groupe de guerriers au 97. Vous reconnaissez les sentinelles à leur uniforme rouge et blanc. Ils sont en train d'interroger une jeune femme dont les habits portent les traces d'un long voyage. En écoutant la conversation, vous apprenez qu'elle vit dans un village situé à 1 semaine au nord de Kronstadt, à la lisière de la frontière avec le Sveagen. Elle leur raconte qu'elle a vu plusieurs groupes de Crinals se rassembler à proximité du fleuve Parsion et que lorsqu'elle est arrivée non loin de la fosse, elle s'est fait attaquer par des femmes serpents. Les embuscades sur les routes sont courantes et connues de tous ceux qui s'aventurent hors des murs de la cité. Le détail qui attire cependant votre attention reste qu'apparemment les créatures obéissaient à un Crinal, sans doute un chaman, maître de l'art des arcanes. Ainsi, les hordes du Sveagen se rapprochent de Kronstadt et se servent des Draliantes. Cette révélation vous emplit d'inquiétude. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez à présent entamer la conversation avec Aergin, l'aubergiste. Dans ce cas, rendez-vous au 196, sinon on se rend au 157 pour savoir dans quel lieu se rendre. Alors, eh bien, j'aurais dû peut-être sortir pour suivre le gars là, dont je me souviens plus du nom, parce que là, ça me fait perdre une journée pour pas grand-chose. J'ai appris des renseignements, mais des choses que je savais déjà. Donc, c'est pas bon. Donc, je me rends au 157. J'ai à nouveau bien dormi. Donc, je regagne 2 dés, je passe à 13. Alors... N'est qu'elle dire, c'est probablement une alliée d'Ovlon. Ovlon n'en parle pas. Est-ce que j'irai à la caserne pour essayer? Voilà, j'essaye des choses. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à la caserne? Non, ça vaut pas le coup d'aller à la caserne. Je vais essayer Nogirul. Nogirul, je ne sais pas avec qui il est allié. Donc c'est le 122. Et je rappelle que Nogirul, c'est les bûcherons. Ah non, c'est un ennemi. C'est à coup sûr un ennemi. Mais peut-être que je vais pouvoir m'en faire un allié, après tout. Ou alors Gigev. La guilde des voleurs. Je vais essayer la guilde des voleurs au 77. Je change d'avis comme de chemise, comme vous pouvez le voir. 77. Le manoir de Molreac est situé à l'extrémité ouest du quartier des guildes. Cette magnifique construction de style pré-impérial au toit orné de multiples tourelles est entourée d'un petit jardin planté de 2 énormes saules, semblables à ceux que vous avez vus dans le marais du Bourbier. Vous remarquez de nombreux hommes postés aux environs du manoir. Il semble que Gigev, le chef de la guilde des voleurs et des battleurs, accorde beaucoup d'importance à sa sécurité. Un garde vous escorte jusqu'à la porte d'entrée.
Sur un balcon vous surplombant, vous distinguez Gigev qui vous observe, l'œil narquois, l'air narquois. « Bonjour, votre éminence, fait-il. Laissez-moi le temps de passer ma tunique et je suis à vous. On vous fait patienter dans une pièce encombrée de plantes. Dans un recoin protégé de la lumière, une femme, Sandrov, se balance sur une chaise à bascule sans vous prêter la moindre attention. Si dans le livre précédent vous avez rencontré Kessaris dans la ville basse de Gizorn, rendez-vous au 79. Sinon, rendez-vous au 183. J'ai un doute pour Kessaris. Je crois que oui, mais j'ai un doute. J'ai bien rencontré Kessaris dans la ville basque et qui était accompagné de Sandrov, lanceur de couteaux. C'est une ancienne esclave qui avait un rôle dans le livre précédent. Donc, je vais au 79. Vous reconnaissez Kessaris, la jeune Sandrov que vous aviez rencontrée à Gizorn 2 mois auparavant. « Je suis ravi de te revoir », commence-t-elle. « Les voies du hasard sont impénétrables », répondez-vous en essayant d'être spirituel. Chez les Sandrov, le hasard n'existe pas. Elle vous tend la main en vous gratifiant d'un généreux sourire. Gigev fait soudainement son apparition. Il porte une rapière à la ceinture et un chapeau à large bord. Un gilet de cuir lui ceint la poitrine. « Je vois que vous vous connaissez déjà, remarque-t-il. Tant mieux, j'ai horreur de faire les présentations. Kessaris, retrouve-moi plus tard au lacet. » Elle acquiesce et vous salue. Vous suivez Gigev qui vous invite à l'accompagner dehors. Alors voici le manoir qui est effectivement assez riche, mais également assez inquiétant. Rendez-vous au 250. « 250. J'ai reçu une lettre qui m'oblige à me rendre dans les lacets pour régler une affaire, vous explique-t-il. Nous pourrons converser en chemin. Comme on dit, les murs ont des oreilles, et à force d'avoir moi-même passé une bonne partie de ma vie à espionner les gens pour le compte d'autrui, j'ai pris l'habitude de m'imposer certaines précautions. Tout en marchant, Gigev vous explique que les lacets est le surnom d'un quartier fort peu recommandable, territoire des trafiquants, contrebandiers et proxénètes en tout genre. Mon quartier favori, vous confie-t-il avec un sourire. Vous lui faites part de votre inquiétude quant à l'éventuel basculement de Kronenstadt en faveur des princes. C'est fort possible, concède-t-il en regardant droit devant lui, alors que vous traversez une sombre ruelle peuplée de mendiants. Les princes ou l'impératrice, quelle différence? Des aristocrates richissimes qui décident pour le peuple. À Kronenstadt, nous avons réussi à instaurer un autre modèle, la guildocratie. Cette manière de gouverner postule que tous les intérêts de la population doivent être pris en compte. Les guildes se chargent de relayer les demandes du peuple lors des conseils hebdomadaires. Vous le regardez d'un air perplexe et lui répondez qu'il était étrange que dans cette organisation, les voleurs tels que lui soient représentés. C'est tout le paradoxe du système, admet-il. Je contrôle le plus vaste réseau d'espions de la ville. Toutes les guildes ont besoin de mes services dans les luttes acharnées auxquelles elles se livrent. C'est ce conflit perpétuel qui permet à mon organisation d'exister. Après tout, ce n'est que de la politique. Vous remarquez un riche carrosse drapé de tissu orangé qui croise votre chemin. Le cocher vous jette un regard peu amène et continue sa route. Un peu plus loin, vous arrivez à une petite place où trône la statue d'un centaure, symbole de l'homme dominant la nature. Il n'y a pas âme qui vive. Gigev semble soudain inquiet. « Partons, je n'aime pas ça. » À peine a-t-il prononcé ces paroles que 8 silhouettes masquées surgissent tout autour de la place et tentent de vous encercler. « Un piège !» rage Gigev. « Vous m'avez entraîné dans un piège. » Il se rue sur un de ses agresseurs et le tue d'un seul coup en lui transperçant la gorge de sa rapière. Alors ça, je l'avais déjà fait, je m'en souviens à présent. Vous pouvez essayer de fuir ou combattre aux côtés de Gigev, ce que je fais bien entendu. Je vais au 295. Vous dégainez votre arme en criant à Gigev que vous n'êtes en rien responsable de cette agression.
Les hommes masqués fondent sur vous. Que faites-vous? Si vous les attaquez, rendez-vous au 60. Si vous jetez un sortilège, rendez-vous au 117. Est-ce que je jetterai pas un sortilège? Non, je vais les combattre, j'ai plein de dés de réserve. 60. Je vais plutôt lancer un sortilège. 117. Et donc dépenser un point d'arcane. Si vous connaissez la formule Animus Immobilis et êtes en possession d'une gemme d'animation, ça je crois pas, je vérifie. J'ai un livre de psychomancie et d'éveil des objets, mais c'est pas ça, hein. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça, c'est pas ça. Sinon, je peux utiliser Invisibilis que j'ai. Ouais, mais ça va pas l'aider, ça. Si, ça peut l'aider. Tellurbellum, je l'ai aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Tellurbellum, je me souviens plus. Invisibilis, on le sait. Vos Horribilis, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors, peut-être qu'Invisibilis va me permettre de... Que fait Tellurbellum? Je jette un œil. Que fait Tellurbellum? Alors... Tellurbellum. Fait jaillir un éclair de foudre. Nécessite la production d'une étincelle. Ouais, je vais essayer de faire une étincelle. Hein. Allez, Tellurbellum, je vais au 36. Vous perdez un point d'arcane. Vos sortilèges projettent 2 de vos assaillants contre un mur. Leur corps s'écroule mollement sur la chaussée. Vous devez combattre les autres. Difficulté 3D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 103. Sinon, vous mourrez assassiné sur la place du centaure. Alors, j'ai 5D contre 3D. Je pense que ça devrait suffire. 5D contre 3D. Est-ce que je dépense un petit dé? Allez, j'essaie de faire des réserves. 5D contre 3D. Alors 5, 5 et 1, j'en ai déjà 3 et lui il en a 2. Donc c'est bon. Et je vais. Alors je déduis un point d'arcane bien sûr, ce qui m'amène à 5. Je vais au 103. Passionnant. Alors moi je préfère ce type de bouquin au jeu de rôle parce que le jeu de rôle, pour moi, c'est pas assez cartésien, c'est trop instable. Et puis en fait, on gagne toujours au jeu de rôle parce que de toute façon, tout dépend de ce qu'a envie le jeu de rôle. Donc je suis pas si fan que ça de jeu de rôle. Il est souvent très très bonne réputation. On dit que c'est le meilleur jeu du monde, mais en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Bref, c'était un petit aparté. Je préfère le livre dans ce héros. Vous courez de longues minutes avant de vous adosser à bout de souffle contre un mur. Merci, je te dois la vie, dit-il. Sache que je suis quelqu'un qui paie ses dettes. Notez que Gigev vous est favorable. Eh bien, ça y est, j'en ai 4 qui me sont favorables. Il vous fixe droit dans les yeux et vous serre la main. Suis-moi, dit-il. Il s'engage dans une ruelle étroite, encombrée d'immondices, où il s'arrête devant un édifice délabré en vous faisant signe de garder le silence. Il frappe 2 coups à la porte et siffle 3 fois. Quelques instants plus tard, la porte grince sur ses gonds. Bienvenue dans le fief, vous dit Gigev en souriant. Vous pénétrez dans un couloir obscur et rendez-vous au 207. Ça, je ne me souviens pas de ça. J'ai pas une grande mémoire. Je me souviens de cette illustration, par contre. Le couloir mène à une pièce vide, jonchée de débris de meubles. Gigev soulève une trappe et vous fait signe de descendre. Vous vous engouffrez dans l'ouverture et, une fois arrivé en bas de l'échelle, vous vous retrouvez dans une immense salle qui ressemble à un entrepôt, éclairée par quelques bougies. Une troupe hétéroclite d'une douzaine d'hommes et de femmes converse bruyamment autour d'une table. L'assemblée est composée d'humains, de Sandrov, d'Éowyn et de Centuplide. À votre arrivée, un silence pesant s'installe. Gigev vous présente et leur narre l'agression dont vous avez été victime. L'atmosphère se détend et un jeune Éowyn aux cheveux roux et ébouriffé vous tend une chope de bière xatamarienne. Tout en sirotant le divin breuvage, vous avez peine à réaliser que vous vous trouvez dans le repère de la pègre
de Kronstadt. Un diplomate se doit d'avoir des connexions à tous les niveaux. Pensez-vous, satisfait de vous-même. Après un long moment, Gigev se tourne vers vous, tandis que les conversations reprennent de plus belle. Peu de personnes peuvent se vanter, se targuer d'être entrées ici de leur plein gré. Tu as devant toi la crème de l'économie souterraine de la ville. C'est aussi grâce à nous que Kronstadt est une cité florissante. Il retrousse sa manche pour vous montrer le tatouage qu'il porte à l'avant-bras. Vous reconnaissez une sorte de gantelet stylisé. Nous sommes la fraternité du point de fer, dit-il. Si tu as besoin d'aide, tu pourras toujours compter sur nous. Je vais d'ailleurs te donner une précieuse information. Ici, à Kronstadt, nous avons l'habitude de nous débarrasser des importants en les déposant dans la fosse. Les Draliantes ne laissent aucune trace. Si tu devais te trouver un jour en mauvaise posture dans cet endroit maudit, sache qu'il y a une porte cachée dans la muraille qui te permettra d'entrer facilement dans la cité. À côté du diversoir, là où s'écoulent les eaux usées de la ville, une dalle s'ouvre sur un passage conduisant au cimetière. Vous le remerciez et buvez d'un trait votre bière. Le jeune Éowyn vous raccompagne jusqu'à la ruelle. Vous prenez congé et vous retournez dans vos appartements. Notez que vous connaissez la fraternité du point de fer. De plus, si vous devez vous rendre au paragraphe 56, notez ce numéro. De plus, si vous êtes amené à explorer la fosse et que vous cherchez à entrer dans la cité, vous devez vous rendre, je bégaye, au paragraphe 56. Notez ce numéro. Alors, je vais le noter. Donc, entrée cachée 56. Voilà. Et ensuite, je connais la fraternité du point de fer. D'ailleurs, je l'avais encore sur ma feuille de personnage, ce petit truc-là. Donc, fraternité du point de fer. Fraternité du point de fer. Rendez-vous au 157, je viens d'achever ma 3e journée. Alors, 157. Donc j'ai déjà 4 favorables, donc c'est plutôt bon. Je vais essayer d'en avoir un autre. 157. Alors, je regagne 2 dés d'action. Donc là, c'est super parce que je fais des économies, si j'ose dire. Je passe à 15. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'essaye Norigul ? Je vais plutôt essayer Moïden le Sage. Je ne sais plus si je l'avais fait ou pas. Moïden le Sage. 34. Après vous êtes perdu à maintes reprises dans le dédale de la cité, vous apercevez enfin les énormes grilles de fer forgé qui délimitent l'entrée de l'académie. Celle-ci est située au milieu d'un jardin botanique qui dénote avec la grisaille des rues de Kronstadt, dans un contraste saisissant. Dès que vous poussez les grilles, vous éprouvez la sensation de pénétrer dans un autre monde. D'énormes plantes violettes vous surplombent et vous imprègnent de leur senteur. Des arbres que vous n'aviez encore jamais vus, sans doute rapportés des lointaines terres de Tostéo, parsèment le parc. Leurs formes torturées, zébrant le sol d'ombres indistinctes, évoquent des âmes à l'agonie. Vous imaginez que la nuit, l'endroit doit être fort inquiétant. De nombreux étudiants vêtus de toges blanches pour les plus jeunes, brunes pour les niveaux intermédiaires et noires pour ceux qui arrivent à la fin de leur cursus, déambulent dans le jardin. Vous accostez un adolescent à la barbe naissante en train de compter fleurettes à une camarade qui n'a pas l'air intéressée. Je suis déjà passé par ici, ça me parle. Vous lui demandez de vous indiquer le cabinet de Moïden le Sage. Sans laisser le temps à son compagnon de vous répondre, la jeune fille vous propose de vous mener à lui, abandonnant l'étudiant à la mine déconfite. Vous entrez à l'académie au 142. Bon, ça, je l'ai déjà fait et je ne me souviens plus. Ça fait 15 jours.
La jeune fille se nomme Osidélia. Elle vous explique qu'elle est apprentie guérisseuse auprès de Dysaganthe, la grande prêtresse de Genkal, actuellement en voyage dans le nord. Vous déambulez dans les couloirs encombrés de jeunes gens, dormant à même le sol ou interprétant des chansons paillardes. Plus loin, vous remarquez un groupe d'hommes en toge noire. Ils portent des brassards rouges et sont armés de gourdins. Ce sont des vigilantistes, des étudiants qui font respecter la discipline. À l'académie, en échange de quelques pièces de cuivre. Vous traversez une grande bibliothèque, suivie d'une autre de dimension plus réduite. Patientez ici, dit Osidélia. Moïden n'est jamais loin de son bureau d'études. Elle vous salue et vous laisse seul dans le cabinet encombré de livres. Sur le bureau, vous distinguez un binocle et un grand grimoire ouvert dont les pages sont couvertes d'une écriture minuscule. Les étagères posées contre les murs ploient sous le poids des ouvrages. Derrière le bureau, un petit secrétaire en bois est disposé sous l'unique fenêtre. Alors, je peux fouiller la pièce ou attendre l'hôte. Qu'est-ce que j'avais fait ? Alors, je pense que je vais fouiller la pièce. Je ne sais plus si c'est ce que j'avais fait, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui, 149. Non, c'était pas bon. Ça y est, je me souviens. Allez, je vais tricher un peu. Je me souviens, je me fais assommer. Je vais attendre mon hôte. Je vais aller au 5. Bon, on peut s'autoriser ça, quand même. Alors, vous attendez patiemment l'arrivée de Omiden lorsque tout à coup, 3 jeunes gaillards entrent dans la bibliothèque. D'après leur brassard et le gourdin à leur ceinture, vous comprenez que ce sont des vigilantistes. Ils échangent un regard furtif et se rouent sur vous, mais vifs comme l'éclair, vous reculez en poussant une sèche sur leur passage. Si vous le désirez, vous pouvez lancer un sortilège. Tellure Bellum, 323, Maximum Luz, 289, ou Noctis Negrum. Si vous ne connaissez aucun de ces sortilèges ou si vous ne souhaitez pas les utiliser, vous dégainez votre arme, combattez-les. Difficulté 3D, c'est pas très élevé comme difficulté. Donc je vais m'abstenir de dépenser un sortilège. Difficulté 3D. Donc j'en ai 4. À noter que si vous faites le livre sans avoir fait le premier et que vous n'avez pas la main de cuir, c'est beaucoup plus dur quand même. Il faut bien le dire. Bon, cela dit, y a-t-il des personnes qui achètent le tome 2 des Chroniques d'Amalronde sans avoir lu le tome 1 ? Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup quand même. Donc j'ai 4 dés et je vais rajouter un dé de réserve, ce qui me fait 14 dés de réserve. Donc on a dit 2, 5, ça c'est un vert, parfois j'ai du mal à distinguer, et 3 en face, donc ça fait 5 contre 3, ça me paraît quand même très très bien. Ça fait quand même pas de bol. Alors 1, 3, 5, j'en ai déjà 3, c'est bon, et lui, ça c'était un 5, et lui il en a 3 aussi. Donc c'est égalité. Je redépense un dé de réserve et je passe à 13. Alors 3, 5, moi j'en ai que 2. Et lui, il est où le dernier rouge ? Il est là, il en a qu'un seul, donc c'est bon. Alors, je suis victorieux, je vais au 174. Donc Moïden est certainement un ennemi aussi. Les 3 vigilantistes gisent à terre. Vous ne les avez pas tués, toutefois ils sont sérieusement blessés. Vous en empoignez un et, votre dague sur sa gorge, vous l'interrogez sur les raisons de cette agression. C'est un homme en noir avec un accent étranger, avoue-t-il. Il a payé 12 pièces d'or pour que l'on vous élimine. Nous avons refusé, car nous ne sommes pas des tueurs. Alors l'étranger nous a demandé de vous capturer et de vous emmener jusqu'au rempart ouest, à la tour basse. C'est tout ce que je sais. Pitié, ne me tuez pas. Soudain, vous remarquez dans l'embrasure de la porte la silhouette voûtée de Moïden qui regarde la scène, l'air consterné. « J'ai appelé la garde, fait-il. Le comportement de ces vigilantistes est impardonnable. » Peu de temps après, des vigilantistes accompagnés de 6 gardes municipaux font leur entrée et emmènent vos agresseurs. Moïden le sage se laisse choir sur une chaise en soupirant.
Depuis votre arrivée, commence-t-il, toute la ville est en ébullition. J'espère que vous savez ce que vous faites. Rendez-vous au 213. Moïden ferme le livre posé sur son bureau et vous dévisage tristement. Un vigilantiste est venu me dire que j'étais attendu dans la salle des manuscrits, dans l'aile opposée du bâtiment. Quand je me suis aperçu en chemin que j'avais oublié mon binocle, j'ai fait demi-tour. Je suppose qu'on a voulu m'éloigner de ce bureau pendant qu'on vous... Il ne termine pas sa phrase. Je ne connais rien à la politique, s'exclame-t-il. J'ai accepté de représenter la guilde des érudits car aucun de mes collègues ne voulait le faire. Il a bien fallu que quelqu'un s'en charge, car sans représentant officiel pour nous défendre, vous pouviez être sûr que la municipalité aurait encore diminué notre dotation. Cette ville, voyez-vous, est régie par le pouvoir et l'argent. Certes, la noblesse n'existe plus et chaque habitant de Kronenstadt possède les mêmes droits. Cependant, d'avoir côtoyé les hommes qui dirigent la cité, je peux vous dire que ce ne sont, pour la plupart, que des bandits ignorants assoiffés de pouvoir. Il termine sa tirade d'un air indigné. Vous réfléchissez un instant avant de lui répondre. Ça serait tellement plus facile pour les érudits si vous représentez. Ça serait tellement plus facile pour les érudits que vous représentez si Kronenstadt acceptait de réintégrer les cinq contrées. L'impératrice Minarkas est une illustre mécène. La diffusion du savoir et des connaissances est un sujet qui lui tient fort à cœur. Vous faites une pause pour voir sa réaction, puis vous reprenez d'un ton autoritaire. Si vous acceptez l'offre de l'émissaire des princes, vous allez précipiter Shennara dans l'obscurantisme le plus total. Il médite vos paroles, puis vous pose une curieuse question. De qui a le plus besoin l'impératrice ? Du sage, du diplomate ou du guerrier ? Si vous répondez le sage, rendez-vous au 28. Si vous répondez le diplomate, rendez-vous au 265. Si vous répondez le guerrier, rendez-vous au 53. Je serais tenté de dire le sage, mais bon, la diplomatie ne sert à rien si on a les guerriers contre soi. Pareil pour les sagesses. Bon, je dirais qu'il faut quand même avoir les guerriers. Je vais essayer le 53. 53, allez. Je ne sais pas quoi penser de votre réponse, admet-il l'air surpris. Sans vouloir offenser l'impératrice, vous permettrez que j'entende également la proposition des princes avant de m'engager à quoi que ce soit. Pour l'heure, veuillez sortir, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Au moment où vous prenez congé, vous l'entendez marmonner dans sa barbe. Le guerrier ? Pourquoi le guerrier ? Ça n'a pas de sens. Retournez au 157 pour décider dans quel lieu vous rendre. Bon, et bien voilà, 157. 157 et une journée de plus s'est écoulée. Je rajoute 2 dés et je repasse à 15. Alors, où est-ce que je vais aller ? Est-ce que je tente... Donc ça c'est fait. Le premier moment c'est fait. Amalron, Nekeldir. Pourquoi je n'irai pas chez Nekeldir ? Non, Nekeldir ne nous est pas favorable. C'est pas bon. Alors dans ce cas-là, je vais aller à la Tour Basse, chez Nogirul. Nogirul, Bûcheron et Charbonnier, c'est aussi la guilde adverse. Donc j'ai pas du tout envie. Je vais aller à la caserne, là où se trouve le reste de mes hommes. Je pense que j'y serai en sécurité. Alors il faut que je barre. Je viens de terminer mon 4e jour et j'entame mon 5e. Alors, Norigul, 122. Non, j'ai dit la caserne, 21. Je raconte des conneries. Alors, vous vous rendez dans la caserne située à quelques rues du Parlementarium. Vos hommes sont logés dans une grande salle sans confort. On a disposé leur paillasse près d'un âtre gigantesque alimenté en permanence. À votre arrivée, vous voyez Neazinka en train de jouer aux cartes de Malantise avec 3 Éowins. Le tas de pièces d'or devant elle et la mine déconfite de ses adversaires sont éloquents.
Lorsqu'elle vous aperçoit, elle quitte un instant la partie pour venir vous parler. L'Ézakine est en route vers le quartier des Guildes. Il avait quelque chose à faire. Le connaissant, je pense qu'il ira tout droit dans le lieu de débauche le plus proche, lâche-t-elle avec une mine renfrognée. À ces paroles, vous la soupçonnez de n'être pas insensible au charme de l'Ézakine. Elle poursuit à voix basse. Les gardes sont très tendus. Il y aurait de nombreux désaccords entre les sentinelles et les vétérans sur la manière de protéger la ville. Le capitaine m'a fait les yeux doux et j'ai pu lui soutirer des informations sur son chef, le maréchal Valdifère. Il paraît que son fils était un écuyer, qu'il est devenu un ivrogne qui a fait honte à toute la famille. Valdifère craint fort pour l'avenir de son fils. Lorsque le texte vous proposera d'utiliser des informations concernant Valdifère, vous devrez vous rendre au paragraphe 209. Ah, je me souviens de ça. Alors, information sur Valdifère, 209. Information sur Valdifère, 209. Comme vous la remerciez pour ses précieux renseignements, un grand homme maigre, vêtu avec goût, l'échine courbée, fait son apparition à l'entrée de la caserne, en s'appuyant sur une canne en bois. « Je suis Parvatir, serviteur de Dame Ovlon. Si vous le désirez, je peux vous conduire chez ma maîtresse. Si vous n'avez pas encore rendu visite à Ovlon, vous pouvez accepter sa proposition. Il vous amène jusque devant le perron du bâtiment qui abrite les guildes marchandes. Rendez-vous au 325. Si vous l'avez déjà rencontré ou si vous refusez, rendez-vous au 157. Est-ce que c'est bien prudent d'y aller ? Je sais que c'est une adversaire. Allez, je vais m'y rendre, peut-être pour explorer l'autre voie, c'est-à-dire sans signer ce qu'elle me propose. Mais si ça se trouve, c'est nul. Mais bon, on va voir, 325. Parce que ça me fait quand même du temps, gagner du temps, et c'est pas mal. 325. La voici. Alors, le palais. Je me mets à l'aise. Le palais des guildes marchandes est juste en face du parlementariat. C'est un édifice luxueux surplombé de gargouilles en or massif, signe de l'opulence de ses propriétaires. Deux gardes vous escortent le long d'un énorme escalier en colimaçon. Vous êtes sur le point d'arriver au dernier étage lorsque vous croisez un homme d'une trentaine d'années, vêtu de cuir noir et portant une épée bâtarde dans le dos. Une fine barbe lui encadre son visage anguleux, comme taillé à la serpe. Il vous adresse un regard glacial. Si dans le livre précédent vous êtes allé au Dragon d'Or et vous y êtes battu contre un homme qui admirait une lanceuse sadéenne, rendez-vous au 112. Alors ça, j'ai déjà fait dans l'essai précédent, c'est un méchant. Je suis les gardes au 176. Les gardes vous introduisent dans une pièce somptueuse dans laquelle une grande baie vitrée orientée vers le sud diffuse une lumière éclatante. Des meubles en chêne massif délicatement ouvragés reposent sur d'épais tapis en provenance de Périnal. Dame Ovlon est nonchalamment assise sur un canapé. Elle est en train de lire une lettre lorsque vous faites votre entrée. « Mes hommages à l'impératrice, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Vous devez être fourbu après ce long voyage. Vous sentez une pointe d'ironie dans sa voix. Vous n'avez pas le temps de lui répondre qu'elle reprend la parole. « Jusqu'où est prête à aller votre impératrice ?» demande-t-elle en vous fixant d'un regard dur. Vous êtes surpris par ses manières directes. Venant d'une aristocrate, vous vous attendiez à plus de savoir-vivre. Mon vote en votre faveur a un prix. Je revendique le monopole de l'acheminement du bois vers Malantise et Tertienne, exige-t-elle. Vous essayez tant bien que mal de contenir ses prétentions, mais Dame Ovlon reste intransigeante. Elle votera contre la motion d'alliance avec les princes à condition que vous lui apportiez un document officiel signé de votre main et proclamant son monopole. En temps de guerre, vous savez que vous avez le pouvoir d'accorder de telles faveurs. L'impératrice vous a toujours laissé carte blanche dans les négociations. Alors je peux accepter au 179, je vais accepter
au 179. Mais je ne veux pas lui serrer la main. Ah non, non, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. Autant pour moi. C'est ce que j'avais fait. Mon aventure s'achève ici. Alors je vais refuser au 197. Je pense que je l'avais fait. Hein. C'est là que j'avais échoué. Bah oui, il me semble bien. C'est con quand même hein, d'échouer exactement au même paragraphe dans Vous êtes le héros. C'est quand même extrêmement ballot. Alors j'avais refusé, j'avais refusé et je lui avais serré la main, c'est ça. J'ai un petit peu triché, je l'admets. Carton rouge, vous pouvez mettre un carton rouge. Ce n'est pas une offre que je peux accepter, faites-vous en lui lançant un regard implacable. Malgré l'influence que vous avez dans la ville, j'ose espérer que les autres chefs de guilde seront plus raisonnables que vous ne l'êtes. Elle vous fixe, l'air quelque peu décontenancé. Je vois, reprend-elle, la politique, c'est ainsi, parfois on gagne, parfois on perd. Elle vous tend la main comme pour vous signifier que l'entretien est clos. Si vous lui serrez la main, surtout à ne pas faire, rendez-vous au 220. Je vais sortir tout simplement de la pièce au 141. Donc Dame of Lone, c'est entièrement mauvais, on ne peut pas la mettre de notre côté. Et donc je note que Dame of Lone m'est défavorable. Et je pense qu'il est impossible qu'elle me soit favorable. Enfin, je suppose. Donc je vais au 157 et une journée de plus est passée. Je vais entamer ma 6e journée. Donc 157. 157 et là je vais aller voir avec les informations de son fils. Je vais aller voir comment il s'appelle déjà Valdifere. Alors où est-ce qu'il est Valdifere? C'est le premier, c'est au 128. 128. Vous trouvez facilement la guilde des vétérans et des mercenaires. C'est un imposant bâtiment dépourvu de fenêtres. Vous vous présentez à l'entrée de la petite cour qui jouxte l'immeuble en pierre. Un garde vous annonce et vous êtes bientôt conduit dans les jardins de la guilde. Vous reconnaissez Valdifere en train de s'entraîner torse nu au maniement de l'espadon. Son adversaire, un énorme guerrier en armure, combat avec l'énergie du désespoir. Profitant de votre arrivée, Valdifere abat son arme en redoublant de violence, satisfait d'avoir en votre personne un public providentiel. Le guerrier est désarmé et tombe à genoux en signe de soumission. « Les jeunes recrues n'ont rien dans le ventre !» s'écrie le chef de guilde en se tournant vers vous. « Si les Crinals devaient fondre sur Kronenstadt, nous n'en mènerions pas large. Ce n'est pas avec ces donzelles de sentinelles qu'on pourra améliorer nos capacités militaires. » s'amuse-t-il avec un sourire en coin. Après s'être habillé, il vous reçoit dans une vaste pièce décorée de tapisseries, d'armes et d'étendards. L'unique centre d'intérêt de votre hôte semble bien être la guerre. Il vous sert du vin et se met à vous raconter quelques batailles fameuses. Vous comprenez rapidement que la popularité de Stadikar, le chef des sentinelles, lui porte ombrage. Cette poule mouillée n'a jamais mis le nez sur un vrai champ de bataille, fait-il. Il ne s'attaque qu'aux misérables femmes serpents qui arrivent parfois malencontreusement à passer les remparts de la cité. Un de ses officiers, un certain Mélastizram, est d'ailleurs connu pour sa couardise. Quand il s'arrête de parler, vous lui dites sur le ton de la confidence qu'il pourrait rejeter les offres de l'émissaire des princes. Mais pour gagner son adhésion, il vous faut conclure un marché. Que lui proposez-vous en retour ? De lui obtenir une haute fonction dans la Légion écarlate, l'armée impériale de Minarkas, de l'aider à discréditer Stadikar aux yeux de la population, de lui offrir l'épée runique si vous l'avez. Non. Si vous avez des informations concernant Valdifere que vous voulez utiliser, rendez-vous au paragraphe que vous a indiqué lorsque vous avez reçu ces informations. Je vais donc au 209. Et je vais le faire chanter comme tout bon diplomate. 209. Sur le ton de la confidence, vous annoncez à Valdifere que vous êtes au courant de ses difficultés avec son fils. Sa mine se renfrogne soudainement. Vous compatissez à sa douleur de père et vous comprenez qu'il se soucie de l'avenir de sa progéniture.
L'impératrice, dites-vous, a besoin de fortes têtes dans ses légions écarlates. Je suis persuadé que votre héritier, une fois formé par les meilleurs chevaliers, conviendrait merveilleusement bien au sein d'une escorte impériale. Vous le fixez pour voir l'effet de vos paroles. Il semble réfléchir, puis vous répond d'un air entendu. Je le pense également. C'est un vaillant guerrier et j'ai toujours su que son avenir serait aux côtés de l'impératrice. Vous souriez et prenez congé de votre hôte. Notez que Valdifère vous est favorable. Alors, Valdifère m'est favorable. Donc voici un petit point d'avancement. Donc il me reste... Alors Moïden, il est neutre. Je ne peux plus le voir, donc je ne risque pas. Donc il me reste Nekeldir l'Ecclésiarque et puis Nogirul. Que des gens dangereux. Donc ça serait pas bon. Donc 157, je récupère 2 dés de réserve, je passe donc à 17. Je n'ai rien consommé. 17. Donc une 3, donc je vais faire... Donc ça fait 6 journées après avoir visité cette lieu. Donc il me reste un seul à visiter. Donc je peux choisir Nogirul ou Nekeldir. Je vais choisir Nekeldir, j'ai encore à la limite un petit doute sur Nekeldir. Mais j'espère que ça va pas me... Vous savez quoi, je vais faire une petite sauvegarde de ma feuille d'aventure si je dois reprendre à cet endroit. Donc on a dit Nekeldir, je vais au 104. Donc, je suis convaincu de ne pas l'avoir fait, lui. 104. Vous devez traverser le quartier des guildes jusqu'à l'extrémité nord pour arriver au temple d'Amalron, siège de l'ecclésiarchie de Kronenstadt. Votre parcours passe par le quartier des tisserands, dont les maisons sont ornées de tissus multicolores, puis débouche sur une grande place rectangulaire obscurcie par l'ombre du temple. Avec ses remparts hérissés de pointes et surmontés de gargouilles semblant guetter le visiteur inopportun, la construction prend des allures de forteresse. Le culte du Père des Dieux n'a rien d'attrayant. L'austérité des prêtres d'Amalron est légendaire, comme leur intransigeance d'ailleurs. Vous vous approchez du porche lorsqu'un somptueux carrosse drapé de tissu orange s'arrête devant le bâtiment. Un homme vêtu de cuir noir dont vous ne parvenez pas à distinguer le visage sort du temple et pénètre dans sa voiture. Le cocher fait immédiatement claquer son fouet et l'équipage disparaît en tournant au coin de la rue. Intrigué, vous entrez dans le temple par une porte au battant démesuré. Rendez-vous 320. Donc l'homme en noir vient de passer ici, c'est mon ennemi, donc forcément il me sera a priori défavorable. Mais on ne sait jamais, on peut peut-être l'impressionner ou faire quelque chose. 320. Vous parvenez aux grilles. Non, c'est une pièce gigantesque. C'est une pièce gigantesque dont les murs sont couverts d'étagères où s'alignent d'épais volumes. Un ray de lumière tremblante s'échappe d'une porte située en haut d'un petit escalier. Vous le gravissez et entrez dans ce qui ressemble à un cabinet de travail. Un bureau massif sur lequel sont posés un samovar et 2 tasses encore fumantes fait face à la porte. La pièce ne comporte aucune fenêtre et est éclairée par la lueur vacillante de quelques chandeliers. Lorsque vous vous approchez du bureau, vous entendez un murmure étouffé provenant du sol. Vous penchez la tête et remarquez une silhouette étendue sur le bureau. Vous reconnaissez aussitôt Nekeldir, le prêtre d'Amalron. Ah, il a peut-être été agressé par l'homme en noir. Il semble mal en point. Son arcade sourcilière est fendue et un filet de sang dégouline jusqu'au menton. Vous le hissez sur une chaise où il se laisse choir, le regard perdu dans le lointain. Après de longues minutes, il vous dit, l'air hagard. J'ai eu un malaise et en perdant conscience, ma tête a heurté le coin du bureau. Je vous remercie pour votre aide. Maintenant, je vous prie de me laisser. Allez-vous le laisser? Dans ce cas, rendez-vous au 23. Si vous lui dites que vous ne croyez pas un mot de son histoire et que vous êtes persuadé qu'il s'est fait agresser, rendez-vous au 267. Et je peux également utiliser le sortilège Medicamentem. Est-ce que je le connais?
Je le connais. Je vais utiliser un médicamentem. Je perds un point d'arcane, je passe à 4. Pour soigner son visage, rendez-vous au 18. Je pense qu'évidemment il s'est fait agresser, il n'y a pas photo. 18. Vous perdez bien sûr un point d'arcane. Au moment où vous appliquez vos mains sur son visage, la plaie commence à rétrécir à vue d'œil. Il vous regarde pétrifié, puis se met à relais. Que fais-tu, damné? De la magie, n'est-ce pas? Tu essaies de m'envoûter, comme tous les disciples de la sorcière sinistrose. Va-t'en, ou j'appelle la garde du temple. Vous le maudissez et sortez du cabinet sans demander votre race. Notez que Nekeldir vous est défavorable. Ah merde! Nekeldir défavorable. Alors lui, il est très défavorable à Sinistrose. C'est clair et net. Rendez-vous au 23. Le 23. Vous traversez l'immense pièce jusqu'au portail. Au moment où vous ouvrez les 2 battants qui mènent à la rue, vous remarquez par terre un objet brillant. Il s'agit d'un anneau d'argent strié d'or. Vous le ramassez. N'oubliez pas de le noter sur votre carnet d'aventure. Alors, je vais noter ça, effectivement. Un anneau d'argent strié d'or. Alors, anneau, argent, strié d'or. Et je vais noter entre parenthèses Nekeldir. Je devrais faire comme Jérôme et prendre plein de notes, mais je suis un gros feignant. Alors, je vais me rendre au 157. 157. Et donc je regagne 2 dés d'action et j'ai passé les 7 jours. Donc je passe à combien? Je passe à 19 dés de réserve. Ça fait beaucoup. 19 dés de réserve. 211. Alors je vais refaire une petite, parce que là ça doit être un élément charnière, une petite sauvegarde de ma feuille de personnage. 211. Alors j'ai été plus loin qu'au dernier essai. J'ai fait une petite boulette avec la Miss Ovlon, mais bon. Le jour du conseil arrive enfin. Une jeune servante de Sikénédris vous annonce que vous êtes attendu chez sa maîtresse. Vous vous habillez prestement et foncez vers les appartements de la matriarche situés dans le parlementarium. En passant devant la caserne, vous saluez Neazinka. Elle vous apprend que les Akin n'a pas donné signe de vie depuis quelques jours. Quand il sera sans le sou, nous entendrons parler de lui. Vous amusez-vous. Il doit peut-être arriver quelque chose. Vous pressez le pas chez la matriarche. Elle vous reçoit sans protocole et vous fait part des informations dont elle dispose. L'émissaire des princes est arrivé ce matin accompagné d'un garde du corps et d'un conseiller. Leur attitude hautaine et le dédain avec lequel ils m'ont traité lorsque nous nous sommes rencontrés au grand oratoire montrent bien à quel point ils se sentent sûrs d'eux. Cette séance du conseil est capitale car tu devras convaincre les chefs de guilde de ne pas accepter leurs propositions. Vous leur racontez avec beaucoup de détails le déroulement de vos entrevues avec les notables de la ville. Tu as fait tout ce que tu pouvais, à présent prie les dieux pour qu'ils nous aident. Elle vous salue, puis vous fait escorter vers la salle du conseil au 109. Le garde du parlementarium vous fait passer par l'antichambre qui mène à la grande salle. Affalé dans un luxueux canapé, un homme vêtu de cuir noir se prélasse en sirotant une coupe de vin. Il porte une barbe de jet finement taillée. Son regard est glacial lorsqu'il vous dévisage. Si, dans le livre précédent, vous êtes allé dans le Dragon d'Or, bon, je me souviens plus. Je crois pas que je l'ai rencontré dans ma dernière aventure. Peut-être une précédente, mais donc je vais pas aller au 343, je vais aller au 14. Alors, le 14. Vous regardez l'homme droit dans les yeux. Si vous avez rendu visite à Nekeldir et que vous avez trouvé un anneau d'argent d'or strié, rendez-vous au 297. Absolument.
297. J'ai son anneau. Je pense que c'est son anneau. 297. Vous remarquez qu'il porte à l'oreille un anneau identique à celui que vous avez trouvé au temple d'Almaron. C'est cet homme qui a certainement menacé le prêtre Nekeldir avant votre arrivée dans le temple. Rendez-vous au 345. Mais ça, on l'avait compris sans l'anneau, je peux vous le dire. 345. Sinékidris vous murmure à l'oreille que cet homme est le garde du corps de l'émissaire des princes. Il n'est pas autorisé à assister au débat. Vous détournez rapidement votre regard de ce sinistre individu. Devant la porte, 2 valets en livrée vous accueillent et vous annoncent. Vous entrez pour la 2e fois dans la salle du Conseil des Guildes. Si le prêtre Nekeldir vous est favorable, rendez-vous au 135. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je vais au 228. 228. Dire que j'ai voulu l'aider et le soigner. C'est quand même un monde. 228. Tous les maîtres des guildes sont déjà présents lorsque vous faites votre entrée. On vous fait asseoir en face d'un grand homme à la barbe rousse qui vous fixe sans ciller. Il s'agit de l'émissaire des princes. Maradon, archicomte de Gizorn. Si vous avez lu Le Royaume de la Discorde et que vous avez rencontré Maradon au Dragon d'Or, rendez-vous au 160. J'ai pas rencontré Maradon au 160. J'ai un doute, je vais vérifier. Alors, après vérification, je l'avais rencontré dans l'un de mes essais. Je crois le premier ou le deuxième, mais pas dans mon dernier essai, donc je ne vais pas en tenir compte. Donc, rendez-vous au 266. Nekeldir, le prêtre d'Almaron, vous présente Maradon d'un geste théâtral. Je laisse la parole à l'émissaire des princes de Shennara, dit-il. Maradon fixe quelques instants la table, puis se lève et déclame le discours qu'il a préparé pour convaincre l'assemblée. Vous froncez les sourcils lorsque ces arguments font référence à un ordre nouveau et restez sans voix devant ses propos. Sans aucune retenue, il en appelle au rétablissement de l'esclavage. Il promet la venue d'un autre âge pour Shennara et Kronstadt, et termine avec emphase sa longue intervention en garantissant richesse et privilèges aux maîtres des guildes. Ces paroles vous font fulminer. Ce guerrier prétentieux ne fait preuve d'aucune finesse, pensez-vous. Ce qu'il fait dans cette salle, ce n'est rien de moins que menacer, à mots couverts, les personnes présentes autour de la table. Son discours terminé, il se rassoit, l'air satisfait de lui-même. Donc voici Maradon. Effectivement, il a une sale tête. Vous prenez la parole à votre tour. Dans vos propos, il est question de paix et de concorde et de l'importance de préserver les valeurs et de respect qui ont forgé l'alliance des 5 contrées. Vous en appelez à la responsabilité de Kronstadt, charge dont elle a eu le panache de s'acquitter une première fois, il y a 30 ans, lors de la bataille du Pic Noir. Vous mettez en garde les maîtres de guilde contre la barbarie. Vous achevez votre plaidoyer sur la plus grave trahison des princes, celle d'avoir réveillé les créatures de l'inframonde pour asseoir leur pouvoir à Shennara. Vous n'hésitez pas à raconter en détail l'horreur que ces créatures vous ont inspirée lors de la bataille du Bourbier. Vous prolongez votre intervention en tentant de convaincre l'Assemblée que l'ordre des sœurs zélotes représente un allié incontournable pour protéger Shennara. À peine avez-vous fini qu'un brouhaha s'élève autour de la table. Les discussions fusent de toutes parts. Certains chefs de guilde sont à 2 doigts de s'empoigner tant les débats sont houleux. Nekeldir en appelle au calme avant de procéder au vote. Le bruit s'estompe et seule la voix du grand maître résonne lorsqu'il annonce que ceux qui votent en faveur des princes de Shennara lèvent la main. Combien de maîtres de guilde vous sont favorables ? Moins de 4, rendez-vous au 171. 4, 301, 5, 231 et 6, 336. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On peut en avoir jusqu'à 6. 5, je vais au 231. Passionnant.
231. Vous gagnez 3 dés d'action de réserve. Je passe à 22. C'est avec joie que vous voyez une minorité se bras se lever en faveur des princes. Damavlon et Norjul laissent éclater leur colère en fustigeant les autres chefs de guilde. « Pauvres fous, nous n'en resterons pas là !» proclament-ils. Ils sortent alors tous les deux en claquant la porte. Le dernier chef qui a voté en faveur des princes demeure assis, les joues rouges et l'air penaud. Sikinidris et les 5 maîtres de guilde qui ont voté en votre faveur vous félicitent puis prennent congé. Il est temps de fêter votre victoire, pensez-vous. Rendez-vous au 31. Vous vous rendez à la caserne pour annoncer la bonne nouvelle à vos troupes, lorsqu'un coursier vêtu d'une tunique familière jaune et verte vous interpelle. « Monseigneur, une corneille vient d'apporter ceci. À votre intention. Il vous tend un rouleau de parchemin cacheté à la cire. Vous reconnaissez le sceau de l'impératrice. Avant de prendre congé, le messager vous annonce que la matriarche Sikinidris vous attend dans ses appartements. Vous lui faites un signe de tête, puis ouvrez la missive avec empressement. Votre missive nous a appris les événements qui ont secoué le royaume de Shennara. Les membres de la loge impériale et moi-même semblent très inquiets. Le peuple de Shennara gronde. Les fugitifs qui sont venus trouver refuge en Oxidion rendent compte à quel point les princes régents sont redoutés et haïs. Les plus pauvres, restés là-bas, sont tellement désespérés que déjà foisonnent des prophéties populaires annonçant l'avènement d'un nouveau roi qui chassera les imposteurs. Nous avons profité de ces superstitions pour remettre sur le trône un homme de confiance. Votre lettre fait état d'un chevalier de la Rose Grise, un certain Calbiostol. Après en avoir débattu avec mes plus proches conseillers, ce chevalier semble être un bon candidat pour porter la couronne. Il a entamé la réunification du plus puissant ordre de chevalerie. Il a participé à la victoire de la bataille du Bourbier, dont la seule mention emplit le peuple d'espoir. Et, enfin, il a pris part, il y a 5 ans, à la guerre contre les clans du Sveagen, aux côtés du défunt roi Argelite. La loge a décidé qu'il était un candidat idéal pour représenter nos intérêts et pour assurer la stabilité du royaume du Shennara. Votre mission sera de le convaincre d'accepter cette charge et, le cas échéant, de le protéger à tout prix. Pendant ce temps, nous répandrons la nouvelle qu'un nouveau roi est sur le point de rétablir la justice et de punir les imposteurs. Que Jenkal vous soit favorable. Signé Minarkas, impératrice des 5 contrées. Les choses se précisent, songez-vous. Vous essayez d'imaginer la tête de Calbiostol lorsque vous lui annoncerez qu'il sera le prochain roi de Shennara. En revanche, il ne faut surtout pas que cela se sache. Le chevalier courrait alors un grand danger. Le salut que vous adresse Seanika interrompt le cours de vos pensées. Rendez-vous au 123. Neazinka est sur le perron de la caserne. Vous lui apprenez la bonne nouvelle. Les guildes de Kronstadt n'ont pas accepté l'offre des princes. Nous avons gagné un peu de répit. À cette annonce, Neazinka laisse éclater sa joie. D'un regard circulaire, vous prenez conscience du désordre qui règne dans la longue pièce où vivent les hommes qui vous ont escorté dans le bourbier. À part le jeu de Malantise, les occupations sont rares. Leur ennui déteint sur l'état scandaleux de la caserne. Eux aussi sont en piteux état, mal lavés, mal rasés, la chevelure issurte et les vêtements débraillés. Ils ressemblent à une troupe de mendiants. L'annonce de votre victoire au conseil des guildes les stimule quelque peu et vous donne droit à un concert de félicitations. Vous les remerciez en leur promettant qu'ils pourront bientôt rentrer à Shennara, puis sortez dans la rue éclairée par le soleil déclinant. Neazinka vous accompagne. La joie qui l'animait est retombée. Le regard sombre, elle vous annonce que l'émissaire des princes vient de quitter la ville. Les sentinelles m'ont averti que son garde du corps, un certain Oranov, n'était pas parti avec lui. Il se trouve toujours dans l'enceinte de Kronstadt. Vous réfléchissez à ces paroles qui ne présagent rien de bon. Où est Calbiostol, demandez-vous ?
Je l'ai vu ce matin en grande discussion avec l'Ézakine, qui a enfin refait surface, affirme-t-elle, dépitée. Ils parlaient ensemble des chevaliers de la Rose Grise qui ont trouvé refuge à Kronstadt après la mort du roi Argélite. L'Ézakine prétendait avoir retrouvé la trace de certains d'entre eux. Cagliostole avait l'air enchanté de cette nouvelle. Je les ai entendus mentionner l'académie, puis ils sont partis ensemble. L'Ézakine agissait de façon étrange. Il avait la mine sombre, il semblait préoccupé. Qu'allez-vous faire ? Vous vous dirigez immédiatement vers l'académie pour rejoindre Cagliostole et lui annoncer l'offre de l'impératrice. Rendez-vous au 118. Vous allez retrouver la matriarche Sinékidris dans ses appartements, rendez-vous au 6. Vous vous renseignez sur Oranov, le garde du corps de l'émissaire des princes, rendez-vous au 76. Alors, je vais me diriger immédiatement vers l'académie pour rejoindre Cagliostole. Je pense qu'il est en danger, c'est surtout ça en fait. 118. Alors que vous progressez vers l'académie, vous êtes frappé par la beauté du crépuscule illuminant la ville de rouge et d'or. Dans quelques heures, les deux lunes se lèveront et la cité prendra un tout autre aspect. Les nombreuses tours du quartier des Guildes étendent leurs ombres vers l'est, obscurcissant les ruelles les plus étroites. Votre contemplation est interrompue par le vacarme d'un groupe de vigilantistes, ces étudiants qui assurent la sécurité dans l'enceinte de l'académie. Vous les voyez transporter le corps d'un homme juste dans un carrosse drapé de tissu orange. L'homme se débat jusqu'à ce qu'un coup de gourdin brise définitivement ses dernières résistances. Les vigilantistes le déposent brutalement dans la voiture et grimpent à leur tour. Vous reconnaissez avec horreur le visage ensanglanté de Cagliostole, la tête sur un coussin brodé de fil d'argent. Un homme encapuchonné monte à son tour et le carrosse se met en branle. Vous sommez le cocher de s'arrêter et vous agrippez fermement la portière du carrosse pour empêcher l'homme de la refermer derrière lui. Un fouet claque et les chevaux démarrent en trombe, vous obligeant à vous tenir au ventail. L'homme encapuchonné essaie de vous faire lâcher prise en vous frappant au visage. Vous sentez le goût du sang dans votre bouche. Il vous faut faire vite si vous ne voulez pas tomber sous les roues du carrosse lancé à vive allure. Que faites-vous ? Vous tentez de dégainer votre arme pour atteindre l'homme. Rendez-vous au 324. Vous lui jetez des spores de même base au visage, si vous en avez. J'en ai pas. Rendez-vous au 251. Mais j'en ai pas. Il n'y a pas d'autre solution. Donc 324. Je suis terriblement inquiet. 324. Vous êtes dans une position fort délicate. Lancez les dés pour savoir si vous parvenez à dégainer les dés, à dégainer sans tomber, pardon. Et je vais lancer les dés. Alors, est-ce que c'est une action de combat ? Non, ce n'est pas une action de combat, c'est une action d'adresse. Alors, donc je vais manquer un rouge. Donc je vais lancer 4 dés normales et je vais en rajouter un 5e, bien sûr, contre 3 dés rouges. Donc je vais perdre un dé de réserve, je passe à 21. J'ai de la marge. Alors j'en ai un, j'en ai qu'un seul, et lui aussi. Ah putain, c'est dur ça, c'est dur. Je repère un dé de réserve, je passe à 20 et je relance. Et bien là, il n'en a fait aucun, et moi j'en ai fait 3, donc c'est bon. C'est bon, je vais au 314. J'ai réussi à dégainer pour l'instant, c'est tout. Au moment où vous agrippez le pommeau de votre arme, l'homme tente de vous frapper. Vous évitez de justesse le coup qui vous aurait certainement projeté sous les roues du carrosse. La poussière soulevée par les chevaux voile votre vue, mais vous parvenez malgré tout à toucher la tête de votre ravisseur du plat de votre lame. Il perd l'équilibre et tombe, vous entraînant dans sa chute. Vous faites un roulé-boulé sur la chaussée pour amortir le choc quelque peu sonné. Vous vous relevez et foncez vers l'homme mystérieux. Il est impératif qu'il vous dise où est emmené Cagliostole. Il se met à courir en titubant dans une ruelle latérale bordée par des échafaudages en bois. Vous vous lancez à sa poursuite.
Si vous le suivez dans la rue de la Lanterne, rendez-vous au 283. Si vous décidez de grimper sur les échafaudages pour couper par les toits, rendez-vous au 130. Je vais couper par les toits au 130. Là, je suis en terrain totalement inconnu. 130. Vous vous élancez vers les échafaudages et grimpez l'échelle de bois jusqu'à une terrasse. En bas, le fuyard court toujours, sans ralentir, vers la place des Trois Reines. De votre poste d'observation, vous calculez que vous pourriez lui couper la route juste avant qu'il n'arrive sur l'esplanade, si vous ne ratez pas votre saut. Le toit est encombré d'outils de toutes sortes. Vous prenez garde à ne pas trébucher et vous forcez l'allure. Après avoir ainsi traversé une dizaine de maisons, vous êtes parvenu à gagner du terrain. En vous laissant tomber dans la rue, vous pouvez peut-être l'intercepter. Sur la façade qui vous fait face, les échafaudages ne sont disposés qu'un étage sur deux. Pour ne pas dégringoler, vous devez glisser le long d'une corde accrochée à un piquet. Vous respirez un grand coup avant de vous élancer. Difficulté 2D. Si vous réussissez 219, si vous échouez 279. Si vous échouez et que vous n'avez aucun chiffre impair, 212. Ça serait un échec critique. 4D contre 2D, je ne prends pas 2D de réserve. 4D contre 2D. Hop. Alors, il n'en a fait aucun et j'en ai fait 3. C'est bon. Je réussis, je vais au 219. Vous vous élancez en serrant fermement la corde. Le fuyard passe à ce moment juste au-dessous de vous. Vous en profitez pour vous laisser tomber droit sur lui. Sous le choc, sa tête vient heurter le sol. Il se tient le visage et se relève avec peine et, tout en se rouant sur vous, dégaine un poignard. Combattez-le. Homme, masqué, blessé, difficulté 3D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 237. Alors, c'est un combat, j'ai donc 5D. 5D contre 3D. Et par sécurité, je vais en prendre un 6e. C'est jamais. Allez, je perds un dé de réserve, je passe à 19. Alors, 1, 3, 5, ça en fait 3, ça en fait 4. Et lui, il en a 2, donc c'est largement réussi. Je vais au 237. Il s'effondre contre un mur. Vous lui arrachez son poignard et découvrez avec consternation le visage de l'Ézakine. Nom de Dieu. Un filet de sang sort de sa bouche alors qu'il vous fixe en tremblant. Pourquoi, l'Ézakine, pourquoi hurlez-vous. Il vous répond péniblement d'une voix altérée. L'or, cher ami, l'or. Oranov m'en a offert beaucoup. Plus que tu ne peux imaginer pour ce genre de travail. Désolé. Tu dois me dire où est Cagliostol, répliquez-vous. Il sera le nouveau suzerain de Shannara. Entends-tu? Je dois le retrouver. L'Ézakine tente péniblement de vous répondre. Oranov le savait déjà. Il va le faire sortir par la tour basse, à l'ouest, jusqu'à un camp de Krinals en bordure de la vallée. Il fera entrer les Draliatantes de ce côté, pendant que les Krinals attaqueront par l'est. Tu dois te dépêcher. Maradon et Oranov se sont procurés les mélanges contraires chez Dame Ovlon. Son regard vacille. Pris d'un spasme, il laisse échapper un faible cri et vous crache les derniers mots. Ne dis rien à Neazinka, ne lui dis pas que j'ai trahi. Dans un ultime râle, l'Ézakine succombe. Les mélanges contraires, pensez-vous, des préparations alchimiques qui provoquent de meurtrières explosions. C'est affreux. Pris par le drame, vous n'avez pas remarqué que des passants ont observé toute la scène. Ils semblent hésiter à intervenir. Vous ne devez pas rester ici. Il vous faut vous en aller au plus vite et avertir les sentinelles d'une attaque imminente. Rendez-vous au 296. Je me rends au 296. Vous devez avertir les sentinelles de l'attaque qui se prépare contre Kronenstadt. Si vous allez vous-même jusqu'à la tour des sentinelles à l'est, vous risquez de perdre un temps précieux pour sauver Cagliostol, qui, selon les dires de l'Ézakine, se trouverait à la tour basse dans la partie ouest de la ville.
Si vous avez avec vous une corneille du nom d'Amundincio, vous pouvez lui confier un message pour Stadicar, le chef des sentinelles. J'ai pas la corneille dans la dernière partie que j'avais fait. Je vérifie. Si vous avez déjà rencontré la fraternité du point de fer, vous pouvez facilement entrer en contact avec eux. Rendez-vous au 16. Ah bah ça c'est facile. Si vous possédez une flûte à infrason, vous pouvez l'utiliser pour appeler les mendiants aveugles. Rendez-vous au 234. Sinon, vous courez à perdre haleine jusqu'à la tour des sentinelles. Rendez-vous au 311. Alors, est-ce que j'avais la corneille? Je vais quand même regarder. Parce que j'ai gardé ma feuille de personnage, mais sauf un, je l'avais plus la corneille. C'était facile à avoir la corneille. Bon, je la vois pas. Je ne la vois pas malheureusement sur mon ancienne feuille de personnage. Donc peut-être que je ne l'avais pas prise sur mon dernier essai, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser plutôt la guilde des voleurs et la fraternité du point d'acier. Du point de fer. Je vais au 16. Alors, le 16... Vous vous trouvez à proximité du tristement célèbre quartier des Lacets. Il ne vous faut que quelques minutes pour retrouver la bâtisse où Gégève vous avait emmené. Vous frappez quelques coups sur la porte. Le gigantesque centuplide qui vous ouvre vous dévisage longuement puis vous fait entrer. À l'intérieur, vous reconnaissez la jeune Kessaris. « Nous avons très peu de temps, annoncez-vous. La ville est sur le point d'être assiégée. Il vous faut absolument avertir les sentinelles et organiser la résistance. Vous contrôlez une partie de la cité, n'est-ce pas? Il vous incombe donc de protéger Kronenstadt. L'impératrice saura se montrer généreuse avec vous, avec tous ceux qui auront contribué à la victoire. » Kessaris vous fixe et vous répond lentement. « Nous t'aiderons. Notre fraternité n'a qu'une parole. Tâche de tenir la tienne, car nous sommes impitoyables. » Elle se tourne ensuite vers ses compagnons et leur adresse quelques mots dans un langage codé que vous ne comprenez pas. Des Sandrov, des Centuplides et des Éowins s'activent soudainement en endossant qui son manteau, qui son gilet de cuir clouté. Kessaris, elle, empoigne un sabre et vous accompagne à la recherche de votre ami Cagliostol. Rendez-vous au 71. Voilà une bonne nouvelle. Ils m'aident, ils tiennent leur parole. On peut toujours compter sur les voleurs dans les livres dans les héros de toute façon. Ils sont souvent à la bonne par les auteurs. Le soleil s'est couché et la nuit vous entoure. Vous courez à perdre haleine vers la tour basse où Cagliostol est séquestré. Vous traversez un quartier fort animé. Des battleurs se mettent en scène. Le soleil s'est couché et la nuit vous entoure. Vous courez à perdre haleine vers la tour basse où Cagliostol est séquestré. Vous traversez un quartier fort animé. Des battleurs se mettent en scène. À chaque coin de rue, un ours domestiqué danse une farandole. Des enfants crient en frappant dans les mains. Vous n'avez toutefois pas le temps de vous arrêter pour contempler ce spectacle. Vous apercevez la tour basse, avec l'étendard de la guilde des bûcherons et des charbonniers, et un arbre grossièrement peint en couleur, gueule sur fond sinople. Le carrosse qui a emmené votre ami est stationné dans la cour, devant la porte de l'édifice grande ouverte. Si vous êtes déjà venu dans la tour basse, rendez-vous au 159. Vous n'avez plus le temps d'hésiter, aussi décidez-vous de prendre le risque de vous introduire dans la tour. Vous entrez et balayez la pièce du regard. Personne. Alors que vous vous approchez de l'escalier, un bruit de pas vous fait lever les yeux. Vous reconnaissez Oranov en train de descendre une torche à la main. Il se fige en vous découvrant, une expression de surprise sur le visage. « Encore toi !» lâche-t-il. Il reprend rapidement ses esprits et, en prononçant une formule, jette une pierre brillante sur la sculpture du bûcheron. Vous voyez la statue en bois se dresser et avancer vers vous en faisant tournoyer sa hache. Profitant de cette diversion, Oranov fait demi-tour et monte 4 à 4 les escaliers. Si vous connaissez la formule Claudio Pupares et que vous souhaitez l'utiliser, rendez-vous au 290. Alors Claudio Pupares, ça me dit rien ça. Hein. Je ne connais pas malheureusement. Si vous avez une gêne d'animation et connaissez la formule Anonymous Immobilis, rendez-vous au 46. Non plus. Sinon, il vous faut combattre ce golem. Si Kessaris est avec vous, vous pouvez diminuer la difficulté de 1D. C'est un golem, difficulté 4D. Ça me paraît raisonnable. Donc je vais lancer moi 5D. Alors donc difficulté 3D et moi j'en lance 5.
Donc je vais en lancer 6 pour être sûr contre 3. 6, donc je vais perdre un dé de réserve, je passe à 18. Alors j'en ai un, j'en ai 2, et lui en a qu'un. Donc c'est bon. Le golem est battu, il s'écroule. Je suis vainqueur et je vais au 145. La sculpture gît complètement fracassée sur le sol. Que faites-vous? Vous poursuivez Oranov à l'étage supérieur ou alors, et rendez-vous au 227, ou alors vous descendez l'escalier vers le niveau inférieur. Je vais poursuivre Oranov au 227. Vous débouchez au sommet de la tour. À votre droite s'étale la ville endormie. Pas un bruit ne vient troubler la quiétude crépusculaire. À votre gauche, les étendues désolées de la fosse s'étirent jusqu'à un grand bois de sapins rabougris. Oranov est adossé au créneau de la tour, fait comme un rat. Pour s'échapper, il devra vous passer sur le corps. Combattez-le. Si Cassaris est avec vous, vous pouvez diminuer la difficulté de 1 dé. Voici Oranov. 5 dés, donc c'est 4 dés. Je lance 4 dés aussi, je vais me rajouter 2 dés. 2 dés de réserve. Combien de dés de réserve? Donc 4 contre 6. Je lance 5 dés. Je lance 5 dés pour l'instant. Et lui 4. Est-ce que 6 ça va aller? Allez, 7. Donc je déduis 2 dés de réserve, je passe à 16. C'est un combat difficile. Il vaut mieux assurer. Il y a une flopée de dés. Alors 1, 3, 1. J'en ai 4. Et lui... non, ça c'est du rouge. Merde. 2. Ça c'est du rouge aussi. Égalité. J'ai eu chaud aux fesses. Égalité. Je redépense 2 dés. Je passe à 14. Combat très difficile. Alors là, il y en a 2 et moi j'en ai 1, 2. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je repère, je passe à 12. Il me donne du fil à retordre. Il en a 3. Il y en a 4. 1, 2, 3. J'ai perdu ce combat. C'est quand même incroyable. J'ai perdu ce combat. C'est un des rouges, ça. Hein, c'est un des rouges. Il a fait 4 dés et un pair. Bon, bah... Ce nouvel essai s'achève ici, ce deuxième essai s'achève ici malheureusement. Je pense que je reprendrai la prochaine partie à cet endroit-là parce que je sais pas, je verrai. Voici la tête de mon adversaire victorieux malheureusement, Oranov. Bon, 5 dés, peut-être qu'il fallait pas le poursuivre et le laisser s'enfuir, c'est pas impossible, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, un nouvel essai passionnant dans l'univers d'Amalron. Donc il y a un jeu de rôle qui existe, si ça vous intéresse, qui est en cours de playtest, à ce que j'ai compris. Hein. Je vous parle, on est le 1er avril aujourd'hui. Et il existe un jeu de rôle qui est en phase de playtest au 1er avril. C'est tout ce que je peux vous dire. Avec un système assez particulier de tarot. Il y a une page Facebook, hein, vous pourrez la trouver facilement en faisant une recherche sur Amalron si ça vous intéresse. Vraiment excellent et j'ai beaucoup apprécié ma plongée dans la cité de Kronenstadt. Et puis je suis impatient de refaire un essai. C'est certainement demain pendant que je suis chaud. Ah, ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt. Si vous avez des remarques hein, sur le livre ou sur la façon dont je joue, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir des commentaires ou même des pouces levés et pourquoi pas des abonnements. Ciao.